Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs et pièges à éviter lorsqu'on prépare un voyage en Polynésie française et ce qu'il faut savoir avant de venir. Donc le premier point, quand on vient en Polynésie française, étant donné que c'est un voyage qu'on fait pas souvent, sauf si vous avez de la chance, mais c'est de vouloir enchaîner trop les îles. Donc quand vous faites votre planning, vous vous dites c'est bon, je peux enchaîner 6-7 îles sur mes 3 semaines de voyage, et en fait vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup trop rapide, et surtout vous allez passer beaucoup de temps dans les transports. Avion, avion, bateau, etc. Donc sur un voyage de 3 semaines, on vous recommande 4-5 îles, pour en général faire 4 à 5 nuits par île selon l'île. Par exemple, quand vous arrivez à Moorea, vous pouvez facilement faire 4-5 nuits à Moorea, il y a pas mal de choses à faire, et puis ça peut être la première étape pour vous reposer avant d'enchaîner. Il y a des îles comme Bora qui peuvent être un peu plus courtes, en 3 nuits ça suffit en général. Euh, Pourquoi? Parce que le lagon est magnifique, mais après l'île principale est assez petite, donc il y a pas non plus énormément de choses à faire. Tahiti c'est très grand, vous pouvez faire tout un tour de Tahiti en louant une voiture, donc vous avez quand même beaucoup de choses à voir. Donc c'est pareil, vous pouvez privilégier alors soit à l'aller, soit à la fin de votre voyage pour faire toute une boucle en louant une voiture sur 4 nuits par exemple. Après il y a des îles, voilà, type Moreateata, elles se visitent ensemble, donc vous pouvez pareil faire 4-5 nuits sur ces deux îles-là, soit en choisissant une des deux îles pour dormir et vous faites des excursions à la journée sur l'autre île par exemple. Des îles comme Wainé ou Mopiti qui sont relativement authentiques, même très authentiques. Vous pouvez facilement faire pareil 3-4 nuits. Euh, et après, vous avez aussi par exemple les Tuamotu. Tout dépend en fait si vous êtes plongeur ou pas. Si vous êtes plongeur, vous pouvez bien prévoir 4-5 nuits par atoll, hein. Whakaara, Rangiroa, Tikeo. Après, si vous n'êtes pas plongeur, vaut mieux en choisir une des trois et faire peut-être 4 nuits sur une des trois îles et sans multiplier les trois, parce que sinon vous n'allez pas avoir énormément de choses à faire. Vous avez toujours les excursions à la journée qui sont très sympas, mais après c'est vraiment des îles qui sont faites plutôt pour des profils de plongeurs. Donc tout ça c'est aussi à nuancer si vous voyagez en famille avec des enfants, en bas âge ou pas, si vous êtes plutôt euh, envie d'avoir des vacances farnientes, à vouloir vraiment profiter des moments, être tranquille. Si vous recherchez plutôt de l'authenticité, à vivre un peu chez l'habitant et passer beaucoup de temps avec eux, savoir si vous voulez enchaîner pas mal pour voir un maximum de choses, si vous êtes plutôt en lune de miel, si vous êtes en voyage longue durée ou plutôt 15-20 jours, tout va dépendre en fait. Ensuite, la complexité des boucles des vols intérieurs. Faut savoir que la Polynésie, en général, quand vous faites visiter les îles, vous faites comme une boucle en fait. Ça fait comme un tour en bus. Vous avez un ordre logique. Donc souvent, je vois des gens qui me posent la question et qui font toujours des retours à Tahiti. Alors parfois, vous n'avez pas le choix, mais si vous pouvez l'éviter, c'est bien parce que ça vous rajoute du temps et c'est pas forcément très agréable de retourner sur Tahiti à l'aéroport international pour après repartir dans les îles plus éloignées. Donc l'idéal, c'est d'essayer de faire une boucle. Donc vous partez de Tahiti, vous enchaînez sur Moorea, ensuite vous faites Bora, soit Mopiti, soit après vous continuez sur Raiatea, vous allez aussi sur Wainé. Tout ça, ça se fait bien. Et après, vous pouvez aussi enchaîner sur les Tuamotu. À savoir que les grands aéroports de Polynésie, grands aéroports, vous avez forcément l'aéroport de Faha à Tahiti, international, qui dessert partout en Polynésie avec Air Tahiti et Air Moana, les deux compagnies locales. Ensuite, vous allez avoir Bora, parce que c'est connu forcément pour le tourisme, donc là vous avez quand même pas mal de vols quotidiens. Ensuite, vous allez avoir Raiatea, qui va être aussi un aéroport assez important. Et après, dans les Tuamotu, vous allez avoir Rangiroa. Donc voilà, ça c'est les aéroports principaux. Euh, donc, faut avoir en tête que c'est pas forcément simple d'organiser ces vols. Il y a des passes qui existent, Air Tahiti, Air Moana. Et parfois, donc ça peut être bien avantageux financièrement, mais parfois ça peut être problématique parce que c'est pas forcément les îles que vous avez sélectionnées qui sont inclus dans les passes. Donc ça, c'est à vérifier. Je vais vous mettre dans la description l'article pour bien comprendre comment fonctionne ainsi que la vidéo des vols inter-îles. Pour avoir une boucle cohérente, éviter de faire des allers-retours et bien optimiser pour faire quelque chose qui soit cohérent et que ça matche avec vos hébergements, activités et les vols. Ensuite, on me pose souvent la question, comment je fais pour réserver mes hébergements? Alors évidemment, il y a Airbnb, Booking. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus
plus de complexité à ce niveau-là, mais en fait, l'expérience que vous allez vivre, en fait, elle va vraiment être différente en fonction de la pension de famille dans laquelle vous allez. Savoir si vous voulez une ambiance vraiment authenticité chez l'habitant, où vous allez passer beaucoup de temps avec les habitants, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner le soir en famille, etc., avec eux, ou si vous voulez plutôt de la petite hôtellerie, où vous voulez du coup être en autonomie tranquille, vous avez votre petite cuisine dans votre hébergement, vous faites votre vie. Il y a différents types il y en a pour tous les goûts en Polynésie. Ça va dépendre vraiment de votre profil voyageur, ce que vous recherchez. Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un mix un peu des deux, à la fois sur certaines îles, dans certaines pensions, aller chez les gens, où on en connaît pas mal des pensions de famille qui sont super. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on pourra vous orienter au mieux. Selon votre profil, en fait, vous allez avoir différentes ambiances, ambiance plutôt cool, ambiance voilà, où vous êtes plutôt en autonomie et du coup les gens vont pas manger avec vous. Ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Il y en a un peu pour tous les goûts et ça pour le coup, mis à part à regarder des avis sur Google et sur Booking, en fait vous n'allez pas forcément le savoir à l'avance, donc c'est bien de contacter des gens ou avoir des avis de gens qui ont déjà fait ce genre de voyage avec cette expérience-là en pension de famille pour pouvoir du coup aller dans la bonne pension et pas se tromper. Même si en général vous allez forcément passer un bon séjour, il n'y a pas de problème sur ça. Les gens qui vous accueillent en général, ils sont contents de faire ce qu'ils font. Mais après c'est pour ça, faut bien différencier. Est-ce que vous voulez une expérience plutôt pension de famille, hôtellerie, plutôt Airbnb, plutôt petit lodge? Ça dépend si vous recherchez de la tranquillité, si vous recherchez du partage, si vous êtes en lune de miel, pareil en famille plutôt, ou si vous êtes voilà plutôt entre amis. Ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Ensuite, Bora Bora, en Polynésie, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut faire cette île ou pas? Bora, c'est une île qui est exceptionnelle pour son lagon. Faut aller à Bora à tout prix, selon moi, pour voir l'excursion lagon. C'est vraiment magnifique, c'est un lagon qui est exceptionnel. Et du coup, la Polynésie aujourd'hui, c'est un peu une image qui est rattachée à Bora. Et une image, on va dire, qui est l'image carte postale, donc c'est vrai. Mais Bora, c'est très sympa, le lagon est magnifique. Après, l'île principale, c'est pas forcément la plus jolie de Polynésie. Donc souvent, les gens ont un petit décalage entre ce qu'ils s'imaginent de Bora et quand ils arrivent sur place. Parce que malheureusement, il y a des quartiers qui sont un peu sales, où il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits pour marcher sur le bord de la route. Et il y a pas mal de pauvreté aussi. Donc il y a un décalage, on va dire, entre l'image carte postale des pilotis de luxe à plus de 1000 € la nuit versus la vraie vie des habitants sur place. Donc ça, faut l'avoir un petit peu en tête. Selon nous, Bora, faut le voir, c'est un passage obligé de la Polynésie. Et puis vous pouvez très bien avoir une expérience relativement authentique à Bora Bora, même si c'est l'île qui est la plus, on va dire, touristique, avec tous ces bungalows sur pilotis et les excursions, etc. Mais vous allez quand même être sur un endroit paradisiaque. Et c'est pareil, après pour les excursions et pour les hébergements, en fait, il faut trouver les bons. C'est comme sur toutes les îles, vous avez un peu de tout. Il faut savoir quels sont les bons excursionnistes, quels sont les bons hébergements et quelle expérience vous voulez rechercher. Après, si vous avez un pilotis à vouloir faire lors de votre voyage, Bora, c'est sûr que c'est la destination pour. Vous avez une offre d'hébergement qui est importante sur le luxe. Donc c'est Bora, c'est numéro 1 pour ça. Ensuite, les coûts cachés. Quand on réserve son voyage en Polynésie, on pense aux vols internationaux, premièrement, on pense après aux hébergements, on pense aux activités. Ça, c'est les 3 basiques. Après, évidemment, il y a les vols inter-îles. À savoir que quand vous réservez via de la France ou hors Polynésie versus Polynésie, vous n'allez pas avoir les mêmes prix. Il y a les localisations sur le site de la compagnie, vous pouvez avoir une belle différence, jusqu'à 30% de différence. Donc ça, c'est un premier coup qu'on ne pense pas. Pour avoir déjà fait la simulation avec ma famille et des amis qui sont venus, quand moi je réserve ici, étant à Montréal versus en France, et ben en fait c'est pas tout le temps le cas, mais on peut avoir une belle différence de prix. C'est le premier point. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les agences de voyage, elles ont des prix négociés. Donc c'est pareil sur les hébergements, les activités, les avions. Et ben en fait, elles vont avoir des prix. Comme nous, on a ici, quand on vit ici, on a des prix résidents aussi. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être jusqu'à 20-25% de remise.
Donc finalement, quand vous allez passer par une agence de voyage, vous n'allez pas forcément surpayer le prix de votre voyage parce que ça fonctionne comme ça ici, où les agences ont des prix négociés de manière assez importante. Donc ça, c'est la différence entre quand vous allez réserver en direct et quand vous allez passer par agence. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez réserver sur Booking, par exemple, ou Airbnb, ces plateformes-là, elles prennent de la marge. Donc forcément, entre un prix en direct et prix sur ces plateformes-là, il y a une petite différence. Ensuite, ce qu'il faut penser, donc après en coût caché, que vous pouvez avoir, ça va être les locations, par exemple des voitures ou des taxis. Ça, faut bien le penser quand vous faites votre budget. Ça peut changer tout ce qui est transfert. Faut regarder si votre pension, par exemple, elle inclut les transferts dedans. Souvent, elles le font. Ça dépend des îles. Faut regarder ce qui est le plus avantageux selon là où vous logez. Si c'est un petit peu loin des grands axes, en fait, va falloir prendre un taxi ou une location de voiture. Et donc ça, c'est un coût à prendre en considération. Ensuite, le choix des îles, on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais comment on fait pour bien choisir ces îles et surtout pas forcément dupliquer en fait ce que vous allez voir sur les îles. C'est-à-dire que parfois j'ai des gens qui me contactent, ils veulent faire plein d'îles et toutes les mêmes dans le même archipel, donc de la société par exemple. À mon sens, si vous visitez par exemple Tahiti, Bora, Moorea, c'est les 3 îles à faire, on va dire absolument. Après, vous allez ajouter en fait des îles. Par exemple, si vous voulez vous rajouter 2 îles, moi, selon le profil voyageur, ça peut être une île de Tuamotu, type Rangiroa par exemple, pour voir un atoll, ça change complètement d'ambiance. Ou sinon, si vous voulez quelque chose de plus orienté culture, je vous conseille d'aller à Raiatea et Taha. Taha, ça va être aussi super pour la vanille, les perles, et Raiatea, c'est pour le côté culturel, avec les temples historiques polynésiens, ce qu'on appelle les marae ici, donc ça c'est magnifique. Et ça, par exemple, vous n'allez pas forcément retrouver partout. Donc c'est bien à avoir en tête ce que vous recherchez exactement, pas forcément faire tout le temps les mêmes îles qui se ressemblent, parce que sur un archipel, typiquement les Tuamotu, vous allez avoir que des îles plates, ça va être des atolls qui vont se ressembler visuellement. Donc c'est-à-dire faire 3 atolls, est-ce que c'est une bonne idée? Ça va dépendre si vous êtes plongeur ou pas. Si vous n'êtes pas plongeur, pas forcément. Pareil sur les îles hautes, donc de la société. Moi je vous recommande pas de faire toutes les îles de la société. Ou si jamais c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, ça peut être sympa de le faire en catamaran. Comme ça, vous enchaînez d'île en île tous les jours ou 2 jours, vous changez de spot. Ça peut être sympa. Mais sinon, si vous changez en avion à chaque fois, en fait, vous allez être plus fatigué d'enchaîner les îles et pas profiter vraiment sur place sur chaque île. Donc moi, j'en ferai moins. Ça revient au point du début. J'en ferai moins à votre place. Et par contre, je ferai plus d'îles ciblées pour qu'il y ait une ambiance un peu différente et pas faire des îles qui font que se ressembler. Last minute en Polynésie, alors ça peut fonctionner en hors saison, mais en pleine saison, le last minute ça fonctionne pas. Vous allez toujours pouvoir trouver sur certaines îles principales des hébergements ou des activités, mais sur les îles qui sont plus petites et plus éloignées, là vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Donc selon la saison, typiquement en juillet, août, septembre, faut laisser tomber le last minute, ça fonctionne pas. Par contre en hors saison, oui vous pouvez partir en last minute. Et le choix de la période va avoir un impact important, évidemment sur la météo, mais surtout sur le prix. Surtout sur les billets d'avion, par exemple, en haute saison type août, vous pouvez monter jusqu'à des 2500 € les billets d'avion, alors que si vous êtes en basse saison, vous allez trouver à 1000 € l'aller-retour. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc sur son voyage, selon si vous réservez très longtemps à l'avance ou pas, moi je vous recommande de réserver plus d'un an à l'avance, comme ça vous êtes bien tranquille, parce que si vous réservez 3-4 mois à l'avance pour la haute saison, vous allez avoir plus de disponibilité, ou ce qui va rester ça va être très cher et vous n'aurez pas beaucoup de choix. Donc prenez-vous à l'avance et faites attention à la période. Si vous avez la possibilité de partir sur du mai-juin ou octobre-novembre, moi je vous recommande plutôt que faire du juillet-août-septembre, sauf si vous n'avez pas le choix, vous avez des contraintes professionnelles. Et si par contre vous n'avez pas le choix sur la période, si vous y prenez très longtemps à l'avance, ça va passer. Par contre si vous y prenez 6 mois à l'avance, ça va être trop compliqué. Pour un voyage en pleine saison, par personne, avec vol inclus, pour on va dire 4-5 îles, avec du pension de famille, avec de la petite hôtellerie et un pilotis pour se faire plaisir, avec les vols inclus, en haute saison, on va tourner en moyenne dans les 7000 € par personne.
pour un couple, donc ça fait du 14-15 000 euros pour le couple. Si vous y prenez vraiment longtemps à l'avance, sur la haute saison, vous pouvez descendre à 12 000. Donc déjà, vous pouvez économiser environ 3 000 euros, ce qu'il faut avoir en tête. Et après, si vous êtes sur de la basse saison, vous pouvez compter du 5-6 000 euros aller-retour par personne. Après, tout va dépendre de l'hébergement, des vols, des combinaisons d'îles, etc. Plus vous allez faire des îles, forcément, plus les prix vont monter. Et si vous allez dans les Tuamotu, ça va être plus cher. Et si aussi vous voulez aller plus loin, type Marquise, bah là, vu que les vols, c'est très loin, il y a 3h30, 4h depuis Tahiti en avion. Donc là, vous allez drastiquement augmenter le prix de votre voyage. Mais si on reste sur un voyage plutôt avec des îles qui sont assez classiques, là vous allez pouvoir hors saison être sur du 5-6 000 euros par personne, et sur du haute saison ça va être 7-8 000 euros par personne. Sur l'organisation, on peut se dire que c'est la France, donc forcément c'est assez simple pour organiser, mais il faut quand même avoir en tête que vous êtes sur des îles, donc il y a forcément une logistique qui est un petit peu particulière, avec beaucoup d'enchaînements de vols. Et on pense aussi que c'est assez facile de tout organiser et de planifier un peu comme ça, un peu au hasard. Mais en fait, quand vous organisez ici, faut forcément regarder à la fois les vols et en même temps les hébergements. Après, les activités, ça, en général, vous allez trouver, il n'y a pas de problème, mais il faut toujours regarder les choses ensemble. Parce que vous pouvez avoir des disponibilités sur les avions, sauf qu'après, quand vous regardez les hébergements, en fait, il n'y a plus de disponibilité. Sur les îles principales, vous n'allez pas avoir le cas, mais sur les îles plus éloignées et les petites îles, vous allez vraiment avoir le cas. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et dernier point qui est important selon nous, ça revient avec l'idée de prendre plusieurs jours sur les îles et pas trop enchaîner. Ça va être d'avoir une marge dans l'itinéraire. Surtout sur des îles comme Mopiti par exemple, on va avoir des problèmes d'avions ou de bateaux qui sont fréquents. Si c'est ça, prenez-vous de la marge, parce que vu que c'est que des îles qui s'enchaînent et qui font des boucles avec vos vols, si vous vous décalez, on va dire sur une île où vous avez 1 ou 2 jours de retard par exemple, et ben si après vous avez que 3 jours sur place, en fait vous allez carrément squeezer l'île d'après. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre des 4-5 jours par île, comme ça vous avez le temps, et si jamais vous avez un décalage, un retard, un vol qui part pas pour une journée, ou vous avez un vol qui a 4-5 heures de retard, c'est pas tout le temps mais ça peut arriver, et ben c'est pas grave, vous avez un décalage vous avez pris large. C'est l'idée que je voulais vous dire. Donc faites pas trop d'îles, et puis vous pouvez décaler. Et aussi un point important dans la notion de marge, c'est les excursions que vous planifiez, essayez de les planifier tout le temps au début de votre arrivée sur l'île, premier jour ou deuxième jour, plutôt que de faire le dernier jour. Comme ça, si jamais vous avez un retard, les excursionnistes, ils ont l'habitude, ils vont vous décaler dans la mesure du possible le jour d'après. Donc ça, c'est un bon point, comme ça vous loupez pas non plus votre excursion. Et donc pour finir, si vous avez des questions sur l'organisation, nous on peut vous recommander des prestataires avec qui on travaille, que ce soit agence de voyage ou croisiériste ou excursionniste. On vous donnera notre avis avec grand plaisir. Et puis aussi, vous pouvez retrouver dans toutes nos vidéos YouTube, nos articles de blog qu'on documente très régulièrement, et aussi notre compte Instagram où on met tous les tests qu'on a fait d'activités, les spots, les randos, les plongées, à peu près tout. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera un grand plaisir. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur les voyageurs de Polynésie, notre groupe Facebook. Merci à tous!